Thomas observait l'écran de l'ordinateur portable, les poings serrés. 3 heures du matin. La maison était silencieuse. Et là elle était, la nouvelle nounou, marchant dans les couloirs sombres en direction de la chambre de son fils. Il sentit son estomac se nouer. Encore une fois. Il y avait toujours un moment comme celui-ci. L'instant où le masque tombait et révélait les véritables intentions. Ses mains tremblaient sur la souris, tandis qu'il agrandissait l'image de la caméra installée dans le couloir à l'étage. La femme s'arrêta devant la porte de la chambre de l'enfant. Thomas retint son souffle. Elle regarda autour d'elle comme pour vérifier qu'elle était seule. Puis elle poussa doucement la porte et entra. Le milliardaire était déjà debout, prêt à monter les escaliers et surprendre encore une traîtresse en action. Mais quelque chose le fit hésiter. Sur l'écran, la nounou s'approcha du berceau où son fils d'un an dormait, agité. Et ce qu'elle fit ensuite paralysa Thomas sur place. Elle se contenta de remettre la couverture qui avait glissé. Toucha délicatement le front du bébé pour vérifier sa température. Et resta là, à observer l'enfant dormir avec une expression que Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. Il n'y avait ni malice ni précipitation. Juste une étrange tendresse qui le laissa perplexe. Après quelques minutes, elle sortit de la chambre avec la même prudence silencieuse et retourna dans sa propre chambre à l'étage inférieur. Thomas s'effondra sur la chaise. Son cœur battait encore la chamade. Quel genre de jeu était-ce? 3 semaines plus tôt, lorsque l'agence avait envoyé le profil de Laura Bennett, il avait presque refusé immédiatement. 32 ans, expérience modeste, références ordinaires. Rien d'impressionnant. Mais il était désespéré. La dernière nounou avait été renvoyée après qu'il eut découvert des photos de son fils sur les réseaux sociaux qu'elle avait promis de ne jamais utiliser. La précédente avait volé des bijoux de sa défunte épouse. Et la première, celle qui semblait parfaite, avait tenté de l'extorquer avec des menaces de procès inventées. 6 mois. 6 mois depuis qu'Eleanor était morte en couche, laissant Thomas seul avec un bébé qu'il savait à peine tenir. 6 mois de deuil, de culpabilité et d'une solitude que l'argent ne pouvait combler. Et maintenant, de la méfiance. Une méfiance profonde et corrosive envers quiconque franchissait la porte de sa demeure. D'où les caméras. 17 d'entre elles dispersées dans toute la maison. Salon, cuisine, couloir, chambre. Seules les salles de bain étaient épargnées. Et même alors, il avait envisagé de violer cette ultime intimité. Il ne faisait confiance à personne. Il ne pouvait faire confiance à personne. Chaque personne avait un prix, un angle, une intention cachée. Eleanor était la seule exception, et elle était partie. Laura ne savait rien des caméras. Personne ne savait. Le technicien qui avait installé le système avait signé un accord de confidentialité avec des clauses strictes. Thomas regardait les enregistrements toutes les nuits, visionnait les moments de la journée où il était au bureau ou enfermé en réunion. Il cherchait des signes, des incohérences, des mensonges. Il trouvait toujours quelque chose. Mais avec Laura, jusqu'à présent, rien. Et cela le dérangeait plus qu'il ne l'aurait dû. Elle arriva un après-midi pluvieux d'octobre. Sans maquillage élaboré, sans vêtements voyants. Juste une femme simple, aux yeux fatigués et au sourire contenu. Elle portait une vieille valise et un sac en tissu usé. Thomas l'accueillit avec froideur, imposa clairement les règles. Horaire strict. Pas de visite. Pas de photos. Pas de questions sur la famille. Elle se contenta d'acquiescer, accepta tout sans discuter. Les premiers jours, Thomas observait chacun de ses mouvements à travers les écrans. Laura se levait tôt, préparait le petit déjeuner, s'occupait du bébé avec une patience infinie. Elle ne parlait pas au téléphone. Ne recevait pas de messages suspects. Ne fouillait ni tiroir ni placard. Elle faisait juste son travail. Et aimait cet enfant comme si c'était le sien. C'était ce qui perturbait le plus Thomas. La façon dont elle tenait le garçon. Comment elle chantonnait doucement en changeant les couches. Comment elle souriait quand le bébé agrippait fermement son doigt. Il y avait quelque chose de sincère là-dedans. Quelque chose que Thomas ne comprenait pas, lui qui avait depuis longtemps cessé de croire à la bonté désintéressée. Un matin, il descendit pour le petit déjeuner et trouva Laura dans la cuisine, berçant le fils dans ses bras. Le garçon pleurait de manière inconsolable. Elle marchait en cercle, murmurant des mots doux, produisant des sons rythmiques qui calmaient peu à peu l'enfant. Lorsque le bébé s'endormit finalement contre son épaule, Laura ferma les yeux et prit une profonde inspiration, comme si ce moment de paix était trop précieux pour être gaspillé. Thomas resta à observer depuis la porte. Invisible. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit autre chose que douleur et colère. Il ressentit de l'envie. De l'envie de la façon dont elle réussissait à se connecter avec ce garçon d'une manière que lui, le père, n'avait jamais pu. Depuis sa naissance, chaque fois qu'il prenait son fils dans ses bras,
l'enfant pleurait, comme s'il percevait le rejet silencieux. La peur. La culpabilité immense que Thomas portait en associant ce bébé à la mort d'Eleanor. Il ne l'avait jamais dit à haute voix. Mais Laura semblait le savoir. Lors des rares occasions où ils se croisaient dans la maison, elle le regardait avec une compassion qui le mettait à nu. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la compréhension. Comme si elle voyait à travers les murs qu'il avait construits et voyait l'homme brisé à l'intérieur. Le soir, seul dans son bureau, Thomas revoyait les enregistrements de la journée. Il regardait Laura jouer avec son fils. Lire des histoires avec des voix amusantes. Faire des petits avions avec la nourriture pour convaincre l'enfant de manger. Et à chaque scène, quelque chose en lui se fissurait un peu plus. Parce qu'elle faisait tout ce qu'il aurait dû faire. Elle était la mère morte et le père qu'il ne savait pas être. Une semaine passa. Puis deux. Thomas cherchait des fautes. Attendait le moment de la trahison. Mais Laura restait exactement ce qu'elle semblait être. Gentille. Dévouée. Mystérieuse seulement dans sa simplicité. Elle ne parlait jamais d'elle-même. Ne mentionnait jamais sa famille, ses amis, son passé. Lorsque Thomas posait des questions directes lors des brèves rencontres dans la maison, elle répondait par quelques mots et ramenait la conversation vers le bébé. Cela éveilla des soupçons. Les personnes n'ayant rien à cacher n'évitent pas de parler de leur vie. Thomas augmenta la surveillance. Il commença à rentrer plus tôt, sans prévenir. Vérifiait les enregistrements 3 fois par jour. Cherchait des schémas, des intentions cachées. Il ne trouva que routine. Soin. Affection inébranlable. Jusqu'à cette nuit-là. La nuit où il la vit se lever à 3 heures du matin et marcher vers la chambre de son fils. C'est alors que Thomas réalisa qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle cachait. Et il était déterminé à découvrir quoi, peu importe combien de temps cela prendrait. Parce qu'au fond, il devait se prouver qu'il avait raison. Que faire confiance était dangereux. Que, comme toutes les autres, elle finirait par montrer qui elle était vraiment. Mais une petite part de lui, celle qui regardait les enregistrements et voyait le sourire sincère de son fils dans les bras de Laura, commençait à craindre une autre possibilité. La possibilité que, cette fois, il se trompe. Et qu'en doutant d'elle, il détruise la seule chose bonne entrée dans cette maison depuis le départ d'Eleanor. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage émouvant. Thomas a engagé un détective privé le lundi suivant. Discret, efficace, sans scrupules. Le genre d'homme capable de découvrir des secrets que les gens préfèrent garder enfouis. Il remit un dossier mince contenant l'historique complet de Laura Bennett en 48 heures. Thomas ouvrit le document, s'attendant à y trouver des crimes, des dettes, des scandales. Il ne trouva que le vide. Il n'y avait presque rien. Laura avait travaillé dans 3 maisons avant la sienne. Référence basique, aucune plainte. Elle vivait seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sans conjoint, sans enfant, sans casier judiciaire. Ses parents étaient morts il y a des années. Elle n'avait pas de frères et sœurs. Aucune présence sur les réseaux sociaux. C'était comme si elle avait choisi de vivre invisible, effacée du monde. Mais pourquoi? Les gens normaux laissent des traces. Amis, photos, souvenirs numériques. Laura n'avait rien de tout cela. Le détective inclut une note à la fin du rapport. Il avait découvert qu'avant de travailler comme nounou, Laura avait disparu pendant 2 ans des registres officiels. Aucun emploi formel, aucune adresse fixe. Comme si elle s'était évaporée. Puis elle réapparut, commença à travailler avec des enfants et construisit une vie minimaliste et solitaire. Thomas referma le dossier. L'absence d'informations était aussi suspecte que la présence de crimes. Que cachait-elle? De qui fuyait-elle? Il décida de la confronter. Pas directement, cela la mettrait sur la défensive. Mais progressivement, à travers des questions apparemment innocentes. Il testerait ses réactions, chercherait des mensonges dans les détails. Thomas était doué pour cela. Il avait construit un empire en percevant quand les gens mentaient, quand les chiffres ne collaient pas, quand les sourires cachaient des couteaux. Le lendemain matin, il trouva Laura dans le salon. Elle était assise par terre, jouant avec le bébé avec des blocs de construction. Le garçon riait chaque fois qu'elle faisait tomber la tour qu'elle avait construite avec une patience infinie. Thomas s'arrêta à la porte, observant. Son fils ne riait jamais ainsi avec lui. Lorsqu'il était dans les bras du père, il se tendait, restait silencieux, comme un petit animal effrayé. Laura remarqua sa présence et leva les yeux. Ses yeux étaient d'un brun profond, presque noir. Il y avait de la tristesse là-dedans, ancienne et permanente, comme des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Thomas entra dans la pièce. « Tu as l'air heureuse ici, dit-il,
en gardant un ton casual. Avec mon fils. Laura détourna le regard, reporta son attention sur le bébé. C'est un enfant spécial, répondit-elle doucement. Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Thomas sentit son corps se tendre. Qui? Laura hésita. Juste quelqu'un qui n'est plus là. La réponse vague confirma ses soupçons. Elle cachait quelque chose. Thomas insista. Tu as de la famille, Laura? Quelqu'un qui s'inquiète de toi pendant que tu travailles ici? Elle ajouta un autre bloc à la pile, les doigts tremblant légèrement. Je n'ai personne, dit-elle. Plus personne. Tout le monde a quelqu'un, insista Thomas. Des amis, des parents éloignés. Tu sembles trop jeune pour être complètement seul au monde. Laura le regarda enfin. Ses yeux étaient humides, mais aucune larme ne tomba. Parfois, les gens perdent tout ce qu'ils aiment, monsieur Thomas, et apprennent à vivre avec le vide. Ce n'est pas joli, mais c'est possible. La sincérité brute dans sa voix le désarma. Pendant un instant, Thomas vit son propre reflet dans cette femme. La solitude. La douleur gardée dans des endroits que personne ne pouvait toucher. Il faillit reculer, presque s'excuser pour cette intrusion. Mais la méfiance était plus forte. « Tu fuis quelque chose ?» demanda-t-il directement. Laura cligna des yeux, surprise par sa franchise. Puis un sourire triste apparut. « Je fuis le passé, comme tout le monde. Mais je promets que je n'ai rien apporté de dangereux dans ta maison. » Thomas ne crut pas un mot. Personne n'admet fuir si ce n'est pas pour quelque chose de sérieux. Il avait besoin de preuves concrètes. Alors il intensifia la surveillance. Il commença à vérifier les caméras en temps réel pendant la journée, interrompant ses réunions pour regarder ce que faisait Laura. Il la vit chanter des berceuses. La vit nettoyer délicatement le nez du fil. La vit pleurer seule dans la cuisine tard le soir, tenant une tasse de thé qui refroidissait sans être bu. Puis, le jeudi, il vit quelque chose qui changea tout. Il était milieu d'après-midi. Thomas regardait sur son téléphone pendant une présentation ennuyeuse. Laura était dans la chambre du bébé, organisant des vêtements. Le garçon dormait dans le berceau. Elle prit un tiroir et s'arrêta. Elle fixa quelque chose à l'intérieur pendant de longues minutes. Puis, avec précaution, elle retira un petit objet. Thomas agrandit l'image au maximum, mais la résolution ne permettait pas d'identifier ce que c'était. Laura pressa l'objet contre sa poitrine. Ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent comme si elle priait ou parlait à quelqu'un d'invisible. Puis elle ouvrit un médaillon. Un médaillon ancien, doré, suspendu à une chaîne fine. Thomas ne pouvait pas voir ce qu'il contenait, mais l'expression sur le visage de Laura était de dévotion absolue. Comme si c'était la seule chose sacrée qui lui restait dans le monde. Elle embrassa le médaillon et le rangea à nouveau. Retourna à plier les vêtements comme si rien ne s'était passé. Mais Thomas était perturbé. D'où venait ce médaillon? Pourquoi le cachait-elle dans un tiroir de la chambre de son fils? Quelle connexion y avait-il? Il devait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Comprendre. Cette nuit-là, après que Laura se fut couchée, Thomas monta dans la chambre du bébé. Il ouvrit le tiroir où elle avait caché le médaillon. Chercha parmi les minuscules grenouillères, les couvertures douces. Rien. Elle devait l'avoir emporté avec elle. Ou déplacé ailleurs. Il referma le tiroir, la frustration grandissante. Il perdait le contrôle de la situation. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait des secrets qu'il ne pouvait découvrir. Le bébé bougea dans le berceau, commençant à se réveiller. Thomas s'approcha automatiquement. Le fils ouvrit les yeux, vit son père et se mit immédiatement à gémir. Ce n'était pas un cri de faim ou de douleur. C'était de la peur. Du rejet. Thomas sentit la douleur familière dans sa poitrine. Il tendit la main pour prendre l'enfant, mais le garçon tourna le visage, s'enfonçant dans le matelas comme pour fuir. « Laura !» appela le bébé. « Laura, Laura, Laura !» Son nom était le seul mot que l'enfant pouvait prononcer. Et elle n'était même pas sa mère. Thomas recula, la douleur le frappant comme un coup. Son propre fils préférait une étrangère. Une femme au passé suspect et au secret enfermée dans un médaillon. Il détesta Laura à ce moment-là. Détesta comment elle avait volé l'affection qui aurait dû être la sienne. Comment elle faisait paraître si facile d'aimer cet enfant quand pour lui c'était impossible. Il entendit des pas précipités dans l'escalier. Laura apparut à la porte, les cheveux en bataille, encore en pyjama. Elle vit Thomas figé. Vit le bébé pleurer. Elle ne posa aucune question. Entrait simplement, prit le garçon dans ses bras et le calma en quelques secondes. Chanta cette foutue berceuse qui fonctionnait toujours. Le bébé soupira et se rendormit contre son épaule. Laura regarda Thomas.
Il y avait de la compassion dans ce regard. Et autre chose. De la compréhension. Comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. « Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-elle. « Il ressent ta douleur. Les enfants ressentent toujours. Quand tu seras guéri, il te laissera entrer. » Thomas sortit de la chambre sans répondre. Mais ces mots résonnèrent dans sa tête toute la nuit. Comment savait-elle? Comment pouvait-elle comprendre quelque chose qu'il avait à peine admis à lui-même? Qui était vraiment cette femme? Et pourquoi, plus il essayait de l'exposer, plus elle semblait voir à travers lui? Dans son bureau, il ouvrit de nouveau les enregistrements. Il regarda Laura avec le bébé. Chercha des signes de manipulation, de fausseté. Ne trouva que de l'amour. Fatigant, frustrant, incompréhensible amour. Elle n'était pas là pour l'argent. Pas pour la gloire ni un avantage. Alors pourquoi? Que gagnait-elle à s'occuper de l'enfant d'un étranger, comme si c'était la chose la plus importante du monde? Thomas s'affaissa sur sa chaise, épuisé. La nuit avançait et il n'avait pas de réponse. Juste plus de questions. Et une peur croissante que peut-être Laura ne soit pas la menace. Peut-être que c'était lui. Peut-être que sa propre méfiance détruisait la seule chance que son fils avait de grandir aimé. Mais comment arrêter de soupçonner? Comment faire confiance quand tout ce que vous avez connu a été la trahison? Thomas ne savait pas. Et cela le terrifiait plus que n'importe quel secret que Laura pouvait cacher. L'obsession de Thomas se transforma en routine. Chaque matin, il revoyait les enregistrements de la nuit précédente. Chaque après-midi, il vérifiait les caméras en direct. Il cherchait l'erreur, la faille dans le personnage que Laura incarnait. Parce que ça devait être une performance. Personne n'était aussi sincèrement bon sans attendre quelque chose en retour. Il avait appris cela trop tôt dans sa vie. Une semaine après l'incident dans la chambre, Thomas décida de tester Laura différemment. Il laissa son portefeuille sur la table du salon, apparemment par inadvertance, avec de l'argent visible. Il installa une caméra supplémentaire avec un angle parfait. Toute la journée, il observa Laura passer devant la table des dizaines de fois. Elle ne regarda même pas le portefeuille. Quand elle le remarqua enfin en rangeant l'après-midi, elle prit l'objet, le rangea dans un tiroir sécurisé et envoya un message à Thomas pour lui indiquer où il était. Test raté. Il en essaya un autre. Fit semblant de devoir partir en voyage pour 2 jours, laissant Laura seule dans le manoir avec le bébé et accès à tout. Il surveilla à distance via les caméras, espérant qu'elle profiterait de la liberté pour révéler ses véritables couleurs. Laura maintint exactement la même routine. Elle se leva à la même heure, prépara les mêmes repas, joua avec l'enfant au même moment. La seule différence fut qu'elle chanta davantage. Comme si, en son absence, elle se permettait d'être encore plus légère. Thomas rentra frustré. Chaque test échoué alimentait une colère irrationnelle. Pourquoi ne faillait-elle pas? Pourquoi ne donnait-elle pas une raison de l'expulser? Ce serait plus facile ainsi. Plus sûr. Il pourrait retourner à la solitude contrôlée, au deuil qu'il connaissait, à la relation distante avec son fils qui, au moins, était prévisible. Mais Laura changeait la dynamique de la maison. Le bébé commença à balbutier davantage de mots. Il ne pleurait plus autant. Ses yeux brillaient d'une curiosité qui n'existait pas auparavant. Il s'épanouissait. Et Thomas savait, avec une amertume croissante, que ce n'était pas à cause de lui. C'était à cause d'elle. La 3e semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas rentra chez lui plus tôt, sans prévenir comme toujours. La maison était trop silencieuse. Il entendit des voix basses venant de la cuisine. Il s'approcha lentement, son instinct de méfiance aiguisé. Laura était assise à la table, tenant le téléphone contre son oreille. Sa voix était tendue, presque un murmure désespéré. « Je sais que j'ai promis, » disait-elle. « Je sais. Mais c'est plus difficile que je ne l'imaginais. Chaque fois que je le regarde, je la vois. C'est comme si elle était là, me demandant de ne pas échouer. » Thomas se figea. Parlait-elle d'Éléanore? Comment? Laura n'avait jamais rencontré sa femme. Il en était sûr. Ou pas. La voix de l'autre côté de la ligne était inaudible, mais Laura continua. Il ne me fait pas confiance. Je le sens. Il m'observe comme si j'étais une criminelle. Et peut-être que je le mérite. Après ce qui s'est passé, après tout ce que j'ai perdu, peut-être que je ne mérite pas cette chance. Mais ce bébé, lui, il mérite. Il mérite d'avoir quelqu'un qu'il aime sans peur. Thomas sentit le sol disparaître sous ses pieds. Quelle chance! Que avait-elle perdu? Et pourquoi se sentait-elle redevable envers une femme morte qu'elle n'avait supposément jamais rencontrée? Il voulut entrer dans la cuisine et exiger des réponses. Mais quelque chose le retenait. Une petite voix lui disait que s'il confrontait maintenant, sans comprendre tout le contexte,
Il pourrait détruire quelque chose de fragile et important. Laura raccrocha le téléphone. Elle resta assise en silence pendant de longues minutes, la tête baissée. Puis se leva, s'essuya rapidement les yeux et retourna dans le salon où le bébé jouait dans le parc. Thomas recula avant qu'elle ne le voie. Il monta dans le bureau, verrouilla la porte et appela à nouveau le détective. « J'ai besoin que vous approfondissiez l'enquête, » dit-il sans préambule. « Je veux savoir ce qu'elle a fait pendant ces 2 années où elle a disparu. Où elle était, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait. Et vérifier s'il existe une quelconque connexion entre Laura Bennett et ma femme, Eleanor. N'importe quoi. Photos, lieux communs, connaissances mutuelles. Peu importe le coût. » Le détective hésita. « Monsieur, cela va nécessiter un accès à des registres plus profonds. Cela peut être invasif et potentiellement illégal. » Thomas serra le poing. « Alors soyez discret. Mais apportez-moi des réponses. » L'homme acquiesça et raccrocha. Les jours suivants, Thomas vécut dans une tension constante. Il continua à observer Laura via les caméras, mais désormais avec un focus différent. Il cherchait des preuves qu'elle connaissait Eleanor. Un geste familier, une phrase que sa femme avait l'habitude de dire, un signe qu'il y avait une histoire partagée. Il ne trouva rien d'évident. Mais le sentiment persistait. Laura savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Puis, un après-midi pluvieux de novembre, survint le moment que Thomas attendait et redoutait. Il était dans le bureau lorsqu'il entendit des cris venant de l'étage inférieur. Ce n'étaient pas les pleurs habituels du bébé. C'était de la panique. Thomas descendit en courant, le cœur battant. Il trouva Laura au sol dans le salon, son fils dans les bras. Le garçon était rouge, étouffant, essayant en vain de respirer. Laura agissait avec une précision effrayante. Elle retourna l'enfant sur le ventre, appliqua des tapes dans le dos avec la force exacte. Rien. Le bébé commença à devenir violet. Thomas voulut crier, arracher son fils de ses bras et courir à l'hôpital, mais il était paralysé. Laura continua. Elle retourna le bébé sur le dos, fit des compressions thoraciques, doigts fermes sur le petit sternum. 1, 2, 3. L'objet qui bloquait la respiration vola hors du corps. Un morceau de jouet cassé. Le bébé inspira profondément et se mit à pleurer. Un cri fort, furieux, vivant. Laura le serra contre sa poitrine, tout son corps tremblant. « Tout va bien, » murmurait-elle à plusieurs reprises. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. » Thomas put enfin bouger. Ses genoux cédèrent et il tomba assis sur le sol à côté d'elle. Il avait failli le perdre. Il avait presque failli mourir. Laura regarda Thomas, les larmes coulant sur son visage. Mais il n'était pas perdu. Il allait bien. Il était là. Elle tendit l'enfant à Thomas. « Prends ton fils. » Pour la première fois, Thomas prit le bébé sans hésitation, sans réfléchir. Il ressentit simplement le petit poids contre sa poitrine, le cœur qui battait à tout rompre contre le sien, la vie qui avait failli s'éteindre et qui avait été sauvée. Le garçon ne pleura pas. Il ne se détourna pas. Il se blottit simplement là, trop fatigué pour résister. Thomas regarda Laura. Elle était assise par terre, le corps courbé, sanglotant silencieusement. Ce n'étaient pas des sanglots de soulagement. C'était quelque chose de plus profond. Une douleur ancienne qui trouvait enfin son chemin. « Comment savais-tu quoi faire ?» demanda-t-il, la voix rauque. Laura essuya son visage avec ses mains tremblantes. « J'ai déjà perdu un enfant ainsi avant, » dit-elle simplement. « Je n'ai pas pu le sauver à temps. Je ne veux plus jamais ressentir ça. » La confession tomba entre eux comme une bombe. Thomas comprit alors. La tristesse dans ses yeux. La dévotion inexplicable. Les 2 années disparues. Laura avait perdu quelqu'un. Un enfant qu'elle aimait. Et maintenant elle essayait de racheter cette perte en sauvant le sien. Quel âge avait-il ? demanda Thomas doucement. Laura ferma les yeux. 3 ans depuis que mon neveu est mort dans mes bras. J'étais sa nounou. J'ai été distraite une seconde. Une seule seconde a suffi. J'ai arrêté de vivre après ça. J'ai cessé de m'intéresser à quoi que ce soit. Jusqu'à ce que quelqu'un me donne une seconde chance. Qui ? insista Thomas. Laura ouvrit les yeux et le regarda directement. Ta femme. Eleanor. Elle m'a trouvé dans un refuge 2 mois avant de mourir. Nous avons parlé une seule fois. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, qu'elle avait peur de ne pas survivre à l'accouchement. Elle m'a fait promettre que si quelque chose arrivait, je prendrais soin de son bébé. Que je ne laisserais pas cet enfant grandir sans amour. Elle savait que tu avais peur de devenir père. Qu'il te faudrait de l'aide. Thomas ne pouvait plus respirer. Eleanor n'avait jamais mentionné cette rencontre.
n'avait jamais dit qu'elle recrutait un sauveur pour leur fils. Pourquoi? Pourquoi ne lui avait-elle pas fait assez confiance pour partager cette peur? Laura continua, la voix brisée. Quand j'ai vu l'annonce cherchant une nounou des mois après sa naissance, j'ai su que c'était ma chance. Chance de tenir ma promesse. Chance de sauver une vie après avoir échoué à en sauver une autre. Je ne suis pas venu pour l'argent ou le poste. Je suis venu parce que je dois tout à ta famille. Et parce que ce bébé mérite d'avoir au moins une personne qui n'a pas peur de l'aimer pleinement. Le silence qui suivit était dense. Thomas regarda son fils endormi dans ses bras. Puis Laura, effondrée au sol. Et comprit enfin. Elle n'était pas la menace. Elle ne l'a jamais été. Elle était la réponse à une prière qu'il ne savait même pas qu'Éléanore avait faite. Elle était le pont entre l'homme brisé qu'il était devenu et le père dont il avait besoin. Thomas aida Laura à se relever du sol. Ses mains tremblaient autant que les siennes. Ils restèrent là, immobiles, deux étrangers unis par la même douleur, par la même perte, par le même enfant endormi entre leurs mondes. « Je dois voir, » dit Thomas enfin. « Le médaillon. » Laura cligna des yeux, confuse. « Vous saviez ?» Il hocha la tête. « Les caméras. Je t'ai vu le ranger. Je dois tout comprendre. » Laura porta la main à la poche de son pull et en sortit l'objet doré. Elle le remit à Thomas sans résistance. Il ouvrit le médaillon avec des doigts tremblants. À l'intérieur, 2 minuscules photos. D'un côté, une femme plus âgée aux yeux bienveillants et au sourire fatigué. De l'autre, Éléanore. Sa Éléanore. Jeune, radieuse, enceinte. Thomas sentit l'air lui manquer. « Comment as-tu eu cette photo ?» Laura s'assit sur le canapé, épuisée. « Cette femme sur l'autre photo est ma mère, Teresa. Elle a travaillé pour votre famille il y a 25 ans. Elle était femme de ménage chez votre père. » Thomas fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Il se souvenait vaguement d'une femme gentille qui nettoyait le manoir quand il était adolescent. Elle apportait toujours des biscuits faits maison et demandait comment se passaient ses études. « Ma mère a eu un cancer, » poursuivit Laura. « Nous n'avions pas d'argent pour le traitement. Votre père a tout payé. Chirurgie, chimiothérapie, médicaments. Il a sauvé sa vie. Il a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire pour quelqu'un qui s'occupait de sa maison comme si c'était sa propre famille. Ma mère a vécu 10 ans de plus grâce à cela. Chaque soir, avant de dormir, elle regardait la photo de votre père qu'elle gardait et disait qu'un jour, nous devions rendre cette bonté. » Thomas s'assit à côté d'elle, le bébé toujours dans ses bras. Il n'en avait jamais eu conscience. Son père n'avait jamais mentionné cela. « Les hommes comme lui ne le mentionnaient pas, » dit Laura doucement. « Il faisait le bien en silence. Espérait que le monde soit meilleur sans reconnaissance. Vous avez hérité de sa fortune, mais je pense que vous avez oublié d'hériter de cela aussi. » La vérité dans ces mots fit plus mal que n'importe quelle accusation. Thomas détourna le regard. Après la mort d'Éléanore, j'ai oublié comment être humain. Je savais seulement comment survivre. Laura posa doucement sa main sur son bras. Je comprends. Après la mort de mon neveu, j'ai passé 2 ans à essayer de disparaître. Je ne mangeais pas correctement, je ne dormais pas, je ne parlais à personne. Je voulais punition, pas rédemption. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Thomas. Laura sourit tristement. Votre épouse. Elle faisait du bénévolat dans le refuge où je vivais. Elle m'a vu dans un coin, seule, et s'est simplement assise à côté de moi. Elle n'a pas posé de questions. N'a pas offert de pitié. Elle est juste restée là. Elle est revenue tous les jours pendant une semaine. Lors de la 7e visite, j'ai enfin parlé. J'ai tout raconté. L'accident, la culpabilité, le vide. Et qu'a-t-elle dit? Laura regarda le bébé endormi. Elle a dit que je ne pouvais pas changer le passé, mais que je pouvais honorer cet enfant en sauvant d'autres. Elle a dit qu'elle était enceinte et qu'elle avait peur. Que son mari était tellement absorbé par le travail qu'elle craignait qu'il ne sache pas être père. Qu'il fallait quelqu'un qui comprenne la valeur précieuse de chaque seconde avec un enfant. Elle m'a donné son numéro et m'a fait promettre que, si quelque chose lui arrivait, je viendrais m'occuper du bébé. Thomas sentit des larmes chaudes couler. Éléanore savait. Elle savait qu'il était perdu dans le succès, qu'il ignorait les signes, qu'il n'était pas prêt. Et pourtant, elle avait essayé de protéger tout le monde. Protéger l'enfant qui n'était pas encore né. Protéger le mari qu'elle aimait mais qu'il ne pouvait atteindre. Protéger même une étrangère brisée qui avait besoin de but. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela dès le début ?» demanda-t-il, la voix rauque. Laura s'essuya les yeux. « Parce que vous n'auriez pas cru. Vous auriez pensé que j'inventais des histoires pour vous manipuler. Je devais d'abord prouver que mon amour pour cet enfant était réel. Que je n'étais pas une personne essayant de tirer profit.
Elle avait raison. Thomas l'aurait renvoyé le premier jour s'il avait su la connexion avec Éléanore. Il aurait vu une conspiration là où il n'y avait que compassion. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Pour douter. Pour surveiller. Pour t'avoir fait sentir comme une criminelle alors que tu étais la seule personne honnête dans cette maison. Laura secoua la tête. Pas besoin de t'excuser. Tu as été blessé. Trahi. Il est naturel de protéger ce qui reste. Mais Thomas, ce bébé sent ta douleur. Chaque fois que tu le regardes, il voit la tristesse dans tes yeux et pense que c'est sa faute. Il pense que tu ne le veux pas. Et cela le marquera pour toujours si tu ne changes pas. Je ne sais pas comment changer, admit Thomas. Sa voix se brisa. Chaque fois que je le regarde, je la vois mourir. Je vois le médecin dire que je devais choisir. Je vois ma lâcheté quand j'ai choisi de sauver le bébé parce que c'était ce qu'Éléanore aurait voulu, pas parce que je le voulais. Comment puis-je aimer un enfant qui a coûté la vie au seul amour que j'ai jamais eu? Le bébé bougea dans ses bras, ouvrant lentement les yeux. Il regarda Thomas avec ses yeux bleus identiques à ceux d'Éléanore. Et pour la première fois, Thomas ne détourna pas le regard. Il le soutint. Il vit le visage rond, les joues roses, les petits doigts qui s'ouvraient et se fermaient cherchant quelque chose à saisir. Il vit un enfant. Pas un souvenir. Pas un fantôme. Juste un enfant qui avait besoin d'un père. Il n'a pas choisi cela, murmura Laura. Il n'a pas choisi de naître. Il n'a pas choisi de t'enlever Éléanore. Il est victime autant que toi. Et il est là, vivant, attendant que tu décides si tu vas l'aimer ou le blâmer pour toujours. Ce choix définit qui tu es vraiment. Thomas tendit le doigt. Le bébé s'y accrocha avec une force surprenante. Il sourit. Un sourire édenté, innocent, plein d'espoir. Et quelque chose en Thomas se brisa. Pas la rupture destructrice, mais la rupture nécessaire. Comme un barrage qui retenait trop d'océan et qui cède enfin, libérant tout d'un coup. Il pleura. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis les funérailles. Il pleura pour la femme qu'il avait perdue, pour le père distant qu'il avait été, pour la douleur qu'il avait portée seul trop longtemps. Et il pleura pour l'enfant qu'il pouvait enfin voir. Vraiment voir. Pas comme substitut ou souvenir, mais comme personne à part entière. Petit, fragile, parfaitement imparfait. Laura posa la main sur le dos de Thomas. Elle ne dit rien. Elle resta là, offrant sa présence. Après de longues minutes, lorsque les larmes séchèrent, Thomas essuya son visage. « Apprends-moi » demanda-t-il. « Apprends-moi à être le père dont il a besoin. Comment prendre soin de lui? Comment le faire sourire? Comment ne pas avoir peur de briser quelque chose d'aussi petit ?» Laura sourit. « Tu ne vas pas le casser. Les bébés sont plus résistants qu'on ne le croit. Et il t'aime déjà. Il attend juste que tu le lui permettes. » Thomas secoua la tête. « Il préfère toi. Il dit ton nom, pas le mien. »« C'est parce que j'ai été là, » expliqua Laura. « Mais je peux lui apprendre qui tu es. Nous pouvons le faire ensemble. » Ensemble. Le mot résonna. Thomas comprit ce que cela signifiait. Laura n'était pas une employée. Pas une remplaçante. Elle était famille. La famille étrange qu'Éléanore avait construite avant de partir. Le dernier cadeau qu'elle laissait. Il regarda Laura. « Tu n'es plus la nounou. Je ne veux pas que tu le sois. Je veux que tu fasses partie de cette famille. Tante, marraine, sœur, peu importe le titre. Mais quelqu'un qui appartient ici parce qu'elle choisit, pas parce qu'elle est payée. » Laura cligna des yeux, surprise. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. « Tu es sûr ?» Thomas hocha la tête. « Éléanore t'a confié le bien le plus précieux que nous avions. Qui suis-je pour remettre en question son jugement? En plus, il pointa le bébé, il a besoin de toi. Et moi aussi. Je ne peux pas faire cela seul. » Laura serra Thomas et le bébé ensemble. Un câlin maladroit, trempé de larmes, parfait dans son imperfection. « Alors apprenons ensemble, » murmura-t-elle. Tous les trois. Comme toute famille brisée qui décide de se reconstruire. Thomas hocha la tête. Pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose qu'il avait oublié exister, l'espoir. Petit, fragile, mais indéniablement réel. Éléanore avait eu raison à propos de Laura. Elle avait eu raison sur tout. Et où qu'elle soit maintenant, Thomas espérait qu'elle puisse voir. Voir que la promesse avait été tenue. Voir que son fils ne grandirait pas seul. Voir que l'amour, même après la mort, trouvait toujours un moyen de survivre. 6 mois plus tard, le manoir respirait différemment. Les lourds rideaux que Thomas gardait fermés laissaient maintenant la lumière du soleil envahir chaque pièce. Le silence oppressant avait fait place au rire, à la musique enfantine et aux conversations sur des trivialités qui auparavant semblaient insignifiantes.
La maison était redevenue un foyer. Thomas était assis par terre dans le salon, construisant des tours de blocs avec son fils. Le garçon, maintenant âgé d'1 an et demi, marchait déjà en titubant et prononçait des mots isolés qui ne faisaient sens que pour ceux qui faisaient attention. « Papa », dit le bébé, en posant un autre bloc de travers sur la tour instable. Thomas sourit. « Voilà, très bien. Mettons-en un autre ici en haut. » Laura entra, portant des plateaux de café et de biscuits. Elle observa la scène avec une satisfaction silencieuse. Thomas remarqua son regard et ressentit une immense gratitude. « Tu avais raison, » dit-il. « Surtout, sur le fait qu'il avait besoin que je laisse la peur partir. Sur le fait que j'avais besoin d'aide. » Laura s'assit sur le canapé. « Je n'avais pas raison sur tout. Je pensais que tu ne me ferais jamais confiance. Que tu finirais par me renvoyer. » Thomas secoua la tête. « J'ai failli le faire. Mais quelque chose m'en a empêché. Je pense qu'au fond, je le savais. Je savais que tu étais différente. Je devais juste avoir le courage d'y croire. » La tour de bloc s'effondra et le bébé rit aux éclats, applaudissant. Les 2 adultes rirent avec lui. C'était incroyable comme la joie pouvait être si simple. Quelques semaines après la grande révélation, Thomas apporta des changements pratiques. Il désinstalla toutes les caméras de la maison. Chacune d'entre elles. Il appela Laura pour qu'elle assiste à la destruction du matériel dans le garage. « Je n'en ai plus besoin, » expliqua-t-il. « J'ai confiance en toi. Et même si je ne faisais pas confiance, surveiller n'est pas une façon de vivre. » Laura resta silencieuse, mais ses yeux brillaient. Il chercha également une thérapie. Pour la première fois, il admit qu'il avait besoin d'aide professionnelle pour traiter la perte d'Eleanor, la culpabilité liée au choix qu'il avait fait dans la salle d'accouchement, la peur d'être père. Les séances étaient difficiles. Souvent, il sortait de consultation les yeux rouges et la poitrine serrée. Mais peu à peu, la douleur commença à se transformer. Elle ne disparut pas, cela n'arriverait jamais. Mais elle devint quelque chose qu'il pouvait porter sans être écrasé. Laura changea aussi. Thomas insista pour qu'elle déménage dans la chambre d'amis au 2e étage, et non plus dans la petite chambre exiguë à l'arrière. Ils redécorèrent ensemble. Elle choisit des couleurs claires, des rideaux légers, une étagère pour ses quelques livres. Pour la première fois depuis des années, Laura avait un espace qui lui appartenait vraiment. Ils établirent une nouvelle routine. Thomas commença à travailler à domicile 3 jours par semaine. Il participait au repas, au bain, au changement de couche. Au début, il était maladroit, mettait la couche à l'envers, chauffait trop le biberon, chantait des comptines complètement faux. Laura avait une patience infinie. Elle corrigeait doucement, enseignait par l'exemple, célébrait chaque petite victoire. Le bébé réagit au changement. Il commença à chercher Thomas spontanément. Il tendait les bras quand il le voyait. Il pleurait quand il sortait de son champ de vision. Cette peur initiale, ce rejet qui brisait le cœur de Thomas, disparut. Remplacé par un lien authentique construit en 1000 petits moments. Histoire avant le coucher. Avion en papier à l'heure du repas. Jeu de cache-cache toujours terminant en rire. Un après-midi, Thomas reçut un appel de l'enquêteur privé. L'homme semblait mal à l'aise. « Monsieur, j'ai terminé l'enquête que vous m'aviez demandée. Mais je dois dire que je n'ai rien trouvé de suspect à propos de Laura Bennett. En réalité, j'ai seulement trouvé confirmation de son histoire. Dossier hospitalier de son neveu décédé, archives du refuge où Eleanor faisait du bénévolat, même des transcriptions de conversations entre votre épouse et les coordinateurs mentionnant une jeune femme traumatisée qui avait besoin d'un but. » Thomas l'interrompit doucement. « Vous pouvez clore l'enquête. Et détruire tous les fichiers. Je n'en ai plus besoin. » L'enquêteur hésita. « Vous êtes sûr ? Cela a coûté beaucoup de temps et d'argent. »« Je suis sûr, » confirma Thomas. « Certaines choses n'ont pas besoin de preuves documentées. Parfois, la vérité se trouve dans les gestes quotidiens, pas dans les papiers. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Laura était dans le jardin avec le bébé, lui apprenant à sentir l'herbe sous ses pieds nus, à ramasser les feuilles tombées, à observer les oiseaux. Une scène si ordinaire et pourtant si extraordinaire. La famille n'a pas besoin de liens de sang. Elle a besoin de choix, d'engagement, de présence. Thomas descendit et les rejoignit. Il s'assit dans l'herbe, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Son costume cher allait se salir, mais peu importait. Le fils rampait jusqu'à lui et lui tendit une feuille froissée comme un précieux cadeau. Thomas la prit avec sérieux. « Merci, petit. C'est la plus belle feuille que j'ai jamais reçue. » Le bébé sourit, fier. Laura observait avec une expression douce. « Tu as tellement changé, » commenta-t-elle. Thomas s'allongea dans l'herbe, regardant le ciel bleu. « Tu m'as changé. Toi et lui.
Vous m'avez rappelé que la vie n'est pas seulement survivre ou protéger. C'est prendre des risques. Faire confiance. Aimer même en sachant que cela peut faire mal. Cette nuit-là, après que le bébé se soit endormi, Thomas et Laura discutèrent dans le salon. Il prépara du thé, quelque chose qu'il avait appris à faire en l'observant. Ils s'assirent dans un silence confortable pendant quelques minutes. Enfin, Thomas parla. « Je veux que tu saches que tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Pas comme nounou, mais comme membre de la famille. Si un jour tu décides de continuer ta vie ailleurs, je comprendrai. Mais j'espère que tu considéreras cet endroit comme ton foyer. » Laura tenait sa tasse à deux mains. « C'est déjà mon foyer, » dit-elle doucement. « Pour la première fois depuis la mort de mon neveu, je sens que j'appartiens à un endroit. Que j'ai un but qui va au-delà de rembourser des dettes ou tenir des promesses. J'aime ce garçon comme s'il était le mien. Et toi, tu es devenu le frère que je n'ai jamais eu. Cette famille étrange que nous avons construite est tout ce que je voulais et que je pensais ne pas mériter. Nous méritons tous une seconde chance, répondit Thomas. Tu m'as appris cela. Nous méritons de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Nous méritons d'essayer à nouveau même après avoir échoué. Nous méritons de croire que les bonnes personnes existent encore, même quand le monde entier semble conspirer contre cette croyance. Ils trinquèrent avec leur tasse de thé. Il n'y avait pas de grandes déclarations ni de promesses impossibles. Juste la reconnaissance silencieuse qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Une famille construite non pas sur la biologie ou l'obligation, mais sur le choix conscient de prendre soin les uns des autres. Les mois devinrent une routine bénie. Le bébé eut 2 ans. Il apprit à parler en phrases complètes, à courir maladroitement dans le jardin, à poser des questions infinies sur tout. Thomas était présent à chaque étape. Premier jour à l'école, premier mot compliqué prononcé correctement, première crise nécessitant patience pour résoudre. Laura s'épanouit également. Elle s'inscrivit à des cours du soir en éducation infantile, chose qu'elle avait toujours voulu faire mais pour laquelle elle n'avait jamais eu les moyens. Thomas paya, insista pour qu'elle investisse en elle-même. Elle se fit des amis, sortait occasionnellement, reconstruisit sa vie sociale qu'elle avait abandonnée. Mais revenait toujours à la maison. Toujours là le matin, souriante, prête pour une nouvelle journée avec la famille choisie. Une nuit, Thomas visita la tombe d'Éléanore. Il apporta des fleurs fraîches, nettoya la pierre tombale avec soin. Il s'assit dans l'herbe humide et parla comme si elle pouvait entendre. « Tu savais, n'est-ce pas, que j'aurais besoin de Laura, que notre fils aurait besoin d'elle, que j'étais perdu et que j'avais besoin d'une boussole humaine pour retrouver mon chemin. » Le vent fit bouger les arbres autour. Thomas choisit d'interpréter cela comme une réponse. « J'ai accompli ma part aussi, » continua-t-il. « J'ai appris à être un vrai père. J'ai appris que faire confiance est une vulnérabilité, pas une faiblesse. J'ai appris que la famille, c'est ceux qui apparaissent, pas ceux qui partagent un nom. Merci pour Laura. Merci pour le dernier cadeau que tu m'as laissé avant de partir. » Il resta là jusqu'au coucher du soleil. Puis rentra à la maison, vers la lumière allumée à la fenêtre, vers le fils qui l'attendait avec un nouveau dessin à montrer, vers Laura qui préparait le dîner en chantonnant faux, vers la vie imparfaite, désordonnée, merveilleusement réelle qu'ils avaient construite ensemble. Thomas apprit que la méfiance protège, mais que l'amour transforme. Que les caméras montrent les actions, mais que seul le cœur perçoit les intentions. Que parfois, les personnes les plus improbables portent les bénédictions les plus nécessaires. Et que la bonté, celle qu'il reconnaissait à peine, trouve toujours un moyen de revenir. Multipliée, transfigurée, éternelle. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la rédemption, la famille et le pouvoir transformateur du véritable amour.